Chapitre 18. Le garçon du district 1 meurt avant de pouvoir récupérer son arme. Ma flèche lui transperce le cou. Il tombe à genoux et l'arrache, ce qui réduit de moitié le peu de temps qui lui reste. Il se noie dans son propre sang. J'ai déjà décoché une nouvelle flèche et je braque mon arc à droite, à gauche, tout en criant à Roux. « Il y en a d'autres! Il y en a d'autres !» Elle doit me répéter non plusieurs fois pour que je l'entende. Ah merde, t'as des rollbacks? Le chômeur, c'est bizarre ça. Elle s'est roulée sur le flanc, recroquevillée sur les pieux. Je repousse le corps du garçon loin d'elle et je sors mon couteau afin de la libérer. Un seul regard me suffit pour comprendre que sa blessure dépasse largement mes pauvres connaissances en médecine. Celle de n'importe qui, probablement. La pointe disparaît dans son ventre jusqu'à la hampe. Je m'accroupis devant elle en fixant l'arme avec impuissance. Inutile de chercher des paroles de réconfort, de lui raconter qu'elle va s'en sortir. Elle n'est pas stupide. Elle me tend la main et je m'y cramponne comme à une bouée de sauvetage. Comme si c'était moi qui étais en train de mourir et non pas Roux. « Tu as détruit les provisions ?» me demande-t-elle dans un souffle. « Il n'en reste pas une miette. » Je réponds. « Salut, ange de Twitch, ça va ? » « Il faut que tu gagnes. Compte sur moi, je vais gagner pour nous deux. » Un coup de canon me fait lever la tête. Il est sans doute pour le garçon du district 1. « Ne me laisse pas. » Roux me serre la main de toutes ses forces. « Bien sûr que non, je reste là, dis-je. » Je me rapproche encore. Je pose sa tête sur mes genoux. Je ramène délicatement ses mèches noires et épaisses derrière son oreille. « Chante-moi quelque chose, me demande-t-elle d'une voix presque inaudible. « Chanter, me dis-je ? Chanter quoi ? » Je connais bien quelques chansons, croyez-le ou non, on chantait chez nous autrefois. Et je n'étais pas la dernière. Mon père m'entraînait avec sa voix splendide, mais je ne chante pratiquement plus depuis qu'il est mort. Sauf quand Prime est malade. Et dans ces cas-là, je lui fredonne les airs qu'elle aimait étant bébé. Chanter. J'ai les larmes aux yeux, la gorge nouée, la voix enrouée par la fumée et la fatigue. Mais puisque c'est la dernière volonté de Prime, enfin je veux dire de Roux, je peux au moins essayer. L'air me revient et une berceuse toute simple, de celle qu'on chante aux bébés affamés qui n'arrivent pas à s'endormir. Elle est ancienne, très ancienne. Je crois qu'elle a été composée il y a très longtemps, dans nos collines. C'est ce que mon professeur de musique appelle un air de montagne. Mais les paroles sont apaisantes, faciles à retenir et promettent des lendemains meilleurs. Je toussote, j'avale ma salive et je me lance. Lecture ASMR, non? Lecture toute simple. Alors là, j'ai un problème, parce qu'il y a une chanson. Est-ce que je la fredonne ou est-ce que je la lis? J'essaie de la fredonner. Jugez pas. Hein. Sous le vieux saule, au fond de la prairie, l'herbe tendre te fait comme un grand lit. Allonge-toi, ferme tes yeux fatigués. Quand tu les rouvriras, le soleil sera levé. Il fait doux par ici, ne crains rien. Les pâquerettes éloignent les soucis. Tes jolis rêves s'accompliront demain.
dors mon amour, oh dors mon tout petit. Merci Nagisa. Ça te rappelle des mauvais souvenirs, le chômeur? Roux a battu les cils et fermé les yeux. Sa poitrine se soulève encore, mais tout juste. Mes larmes coulent le long de mes joues, mais je dois terminer la chanson. Tout au fond. Attendez. J'ai mal commencé. Tout au fond de la prairie, à la brune, viens déposer tes peines et ton chagrin sous un manteau de feuilles au clair de lune. Tout s'assouplira au petit matin. L'autoban, c'est tu te bannes tout seul. Tu payes des points de chaîne pour te faire ban. Il fait doux par ici, ne crains rien. Les pâquerettes éloignent les soucis. Le dernier couplet est presque inaudible. Tes jolis rêves s'accompliront demain. Dors, dors, mon amour, oh, dors, mon tout petit. La forêt est tranquille et silencieuse. Et puis, de manière presque irréelle, les gemmes au cœur reprennent ma chanson. Je reste assise là, les joues mouillées de larmes. Le canon retentit pour Roux. Je me penche sur elle et dépose un baiser sur la tempe. Lentement, comme si je ne voulais pas la réveiller, je lui dépose la tête par terre et retire ma main. Il va falloir m'en aller maintenant, afin qu'il puisse enlever les corps. Je n'ai pas de raison de m'attarder plus longtemps. Je fais rouler le garçon du district 1 sur le ventre et je récupère son sac à dos ainsi que la flèche qui a mis fin à ses jours. Je tranche les bretelles du sac à dos de Roux, sachant qu'elle aurait voulu me le donner. Par contre, je laisse les pieux sur place. L'Overcraft l'emportera avec le corps. Comme je n'en ai pas l'usage, je préfère le savoir le plus loin possible de l'arène. Salut Flitz, ça va? Je n'arrive pas à détacher mes yeux de Roux, qui, recroquevillé sur son filet, comme un petit animal, a l'air plus fragile que jamais. Je ne peux me résoudre à l'abandonner comme ça, totalement sans défense, même si elle ne risque plus rien. Haïr le garçon du district 1, qui apparaît lui aussi tellement vulnérable dans sa mort, serait absurde. C'est le Capitole que je hais de nous infliger ça. La voix de Gale résonne dans mes oreilles. Ses propos contre le Capitole prennent tout son sens à présent. La mort de Roux m'oblige à reconnaître ma propre colère devant la cruauté et l'injustice dont nous sommes victimes. Mais ici, plus encore que chez nous, je ressens mon impuissance. Je n'ai aucun moyen de me venger du Capitole, pas vrai? Je me rappelle alors les paroles de Pita sur le toit. Je voudrais seulement trouver un moyen de monter au Capitole, de montrer au Capitole que je ne leur appartiens pas, que je suis davantage qu'un simple pion dans ses jeux. Et pour la première fois, je comprends ce qu'il voulait dire. Ça s'enjaille dans le chat. Je voudrais trouver quelque chose ici même maintenant pour défier le Capitole, lui faire sentir coupable, lui montrer que, quoi qu'il nous fasse ou qu'il nous oblige à faire,
Il reste en chacun de nous une part qui lui échappe. Que Roux était davantage qu'un simple pion dans ces jeux. Et moi aussi. À quelques pas dans les sous-bois pousse un parterre de fleurs sauvages. Ce sont peut-être des mauvaises herbes, mais elles ont des corolles magnifiques, violettes, jaunes et blanches. J'en ramasse une brassée que je rapporte auprès de Roux. Lentement, tige par tige, je recouvre son corps de fleurs. Je dissimule son horrible blessure. J'encadre son visage. Je pare ses cheveux de couleur vive. Salut Woody. Merci pour le follow, Woody. Désolée, on n'entend pas trop l'alerte. C'est parce que vu que je fais de la lecture, faut que ça soit un peu calme. Ils seront bien obligés de le montrer. Même s'ils choisissent de braquer leur caméra ailleurs pour l'instant, il faudra bien qu'ils montrent l'enlèvement des corps. Et à ce moment-là, tout le monde verra Roux et saura que c'est moi qui ai fait ça. Je me recule d'un pas et je la contemple une dernière fois. On dirait vraiment qu'elle s'est endormie au fond de cette prairie. Au revoir, Roux, je murmure. Je presse 3 doigts de ma main gauche contre mes lèvres et les tends dans sa direction. Après quoi, je m'éloigne sans un regard en arrière. L'empereur est bon. Carrément, l'empereur. Mais c'est fait exprès, Nagisa, de te donner envie de dormir. C'est pour s'endormir, tranquillement. C'est pour ça que je le fais aussi tard. Merci, Woody. Les oiseaux font silence. Quelque part, un gémoqueur pousse les trilles d'avertissement qui précèdent l'arrivée de l'Overcraft. T'aimes pas ce livre? Je lis aussi Harry Potter, mais pas ce soir. Pourquoi t'aimes pas ce livre? Il est bien, moi j'aime bien. J'ignore comment il est au courant. Ils doivent avoir une ouïe plus fine que la nôtre. Je m'arrête en regardant droit devant moi, surtout pas derrière. Cela ne dure pas longtemps. Le concert des oiseaux reprend aussitôt et je sais qu'elle a disparu. Un autre gémoqueur, un jeune visiblement, se pose devant moi sur une branche et me chante la mélodie de Roux. Trop novice pour avoir retenu mon propre chant ou le signal de l'Overcraft, il a tout de même mémorisé ces 4 notes, celles qui signifient qu'elle est en sécurité. Saine et sauve, dis-je en passant sous la branche. Plus la peine de s'en faire pour elle à présent. Saine et sauve. J'ignore complètement où je vais. Ce bref sentiment d'apaisement que j'ai pu connaître avec Roux s'est envolé. Je marche au hasard jusqu'au crépuscule. Je n'ai pas peur. Je ne prends même pas de précautions. Ce qui fait de moi une proie trop facile. Sauf que je tuerais sans hésiter le premier qui se présenterait devant moi, sans la moindre émotion, sans le plus petit tremblement de main. Ma haine du Capitole n'atténue en rien celle que j'éprouve à l'égard de mes concurrents, en particulier des carrières. À eux, au moins, je pourrais faire payer la mort de Roux. Mais non, il y a bien assez de meringues, t'inquiète. Mais je ne croise personne. Nous ne sommes plus très nombreux et l'arène est vaste. Les juges imagineront bientôt un sale tour pour nous regrouper malgré nous. Mais il y a eu assez de morts aujourd'hui. Peut-être même aurons-nous le droit de dormir. Je suis sur le point de hisser mes sacs dans un arbre pour la nuit quand un parachute argenté tombe du ciel et se pose devant moi. Un cadeau d'un sponsor. Pourquoi maintenant? Je ne manque de rien. Peut-être qu'Emitch a remarqué mon abattement et tente de me remonter le moral. À moins qu'il ne s'agisse d'un remède pour mon oreille. Le chômeur. J'ouvre le parachute et je trouve une petite miche de pain. Pas le beau pain blanc du Capitole, non. Un pain noir, en forme de croissant, saupoudré de sésame. Le petit cours de pita sur les pains des différents districts me revient en mémoire. Ce pain-ci vient du district 11. Je soulève respectueusement la miche encore tiède.
Qu'en a-t-il coûté à ces malheureux du district 11 qui n'ont pas les moyens de se nourrir eux-mêmes? Combien d'entre eux ont dû se serrer la ceinture pour participer à l'achat de cette miche? Ils la destinaient à Roux, certainement. Mais au lieu de retirer leur cadeau après sa mort, ils ont autorisé Mitch à me l'envoyer. En guise de remerciement, ou parce que, comme moi, ils n'aiment pas se sentir redevables. Quelle qu'en soit leur raison, il s'agit d'une première. Un cadeau du district à un tribut qui n'est pas le sien. Un pain noir. Pita qui parle de pain. Quelle ironie. Un boulanger qui s'appelle Pita. Je lève la tête vers le ciel et m'avance dans les derniers rayons du couchant. Un grand merci au district 11, dis-je. Je veux qu'ils sachent que je sais d'où ça vient, que la valeur de leur cadeau est appréciée. Je grimpe dangereusement haut de mon arbre. Non pas par souci de sécurité, mais pour m'élever le plus possible au-dessus de cette journée. Je retrouve mon sac de couchage roulé avec soin au fond du sac de roue. Je ferai l'inventaire de mes provisions demain. J'élaborerai un nouveau plan. Pour ce soir, je me contente de m'attacher à ma branche et de grignoter des petites bouchées de pain. Il est bon. Il me rappelle ma maison. Je me fous pas de toi, Izemoli. Oh là là. C'est bientôt le saut dans le ciel, l'hymne qui retentit dans mon oreille droite. Je vois le garçon du district 1, puis Roux. C'est tout pour aujourd'hui. Nous ne sommes plus que 6, me dis-je. Plus que 6 en tout. Je m'endors comme une souche, la miche entre les mains. Parfois, quand la situation est particulièrement grave, mon cerveau rêve de choses agréables. Une promenade dans les bois en compagnie de mon père. Une heure de beau temps à manger un gâteau avec Prime. Ce soir, je rêve qu'une roue couverte de fleurs et perchée au sommet d'un océan d'arbres essaye de m'enseigner les langages des gemmes au cœur. On ne voit aucune trace de sa blessure, pas de sang, rien qu'une petite fille joyeuse et pleine de vie. Elle me chante des airs inconnus d'une voix claire et mélodieuse. Encore et encore, toute la nuit. Je traverse une période de demi-sommeil où j'entends les derniers échos de son chant, bien qu'elle ait disparu dans les feuilles. Une fois réveillée pour de bon, j'éprouve un bref sentiment d'apaisement. Je tâche de m'y accrocher, mais il passe vite et me laisse plus triste et plus solitaire que jamais. Je me sens aussi lourde que si j'avais du plomb liquide dans les veines. J'ai perdu toute volonté de faire quoi que ce soit, hormis rester allongée dans mon sac à regarder fixement la cime des arbres. Je reste ainsi sans bouger pendant des heures. Comme d'habitude, c'est l'idée du visage anxieux de Prime devant la télévision chez nous qui m'arrache à ma léthargie. Je me donne une succession d'instructions simples telles que « Maintenant, il va falloir s'asseoir, Katniss » ou encore « Maintenant, il va falloir boire un peu, Katniss ». Je m'exécute mécaniquement. « Maintenant, il va falloir fouiller dans le sac, Katniss ». Le sac de roue contient son outre presque vide, une poignée de noisettes et de racines, un morceau de lapin, ses chaussettes de rechange et sa fronde. Le garçon du district 1 avait plusieurs couteaux, 2 pointes supplémentaires pour son épieu, une lampe torche, une bourse en cuir, une trousse de premier secours, un bidon d'eau plein et un sachet de fruits séchés. Des fruits séchés ? Alors qu'il avait toutes ces provisions dans lesquelles faire son choix ? J'y vois un signe d'arrogance extrême. À quoi bon se charger de nourriture alors qu'on a tout ce qu'il faut au camp ? Et qu'on élimine les adversaires avec une telle facilité qu'on est rentré avant d'avoir faim. J'espère seulement que les autres carrières auront montré la même légèreté et qu'ils se retrouvent sans rien à présent.
D'ailleurs, je vais bientôt devoir songer à reconstituer mes propres réserves. Je termine ma miche de pain avec le dernier morceau de lapin. La nourriture disparaît à une telle vitesse. Il ne me reste plus que les noisettes et les racines de roux, les fruits séchés du garçon et une lanière de bœuf. Maintenant, il va falloir chasser, Katniss, me dis-je. Je range tout ce que je désire conserver dans mon sac à dos. Puis je descends de l'arbre et dissimule les couteaux et les pointes d'épieu du garçon sous un tas de feuilles afin que personne d'autre ne puisse s'en servir. J'ai un peu perdu le sens de l'orientation après mes déambulations de la veille, mais j'essaye de me diriger vers le ruisseau. Je sais que je suis sur le bon chemin quand je tombe sur le 3e feu de roue, toujours intact. Peu après, je surprends un groupe de grosselings perchés sur les arbres. J'en abats 3 avant qu'ils aient compris ce qui leur arrivait. Je retourne sur mes pas et j'allume le feu de roue. Je me moque bien de la fumée. « Où te caches-tu, Cato ?» me dis-je en faisant rôtir mes oiseaux et les racines. « Viens, je t'attends. » Qui sait où sont les carrières en ce moment ? Sûrement trop loin pour venir. Ou bien sans doute sont-ils convaincus qu'il s'agit encore d'un piège. À moins que non. Se pourrait-il qu'ils aient peur de moi ? Ils savaient que j'ai l'arc et les flèches, bien sûr. Cato m'a vu les prendre sur les corps de Glimmer. Mais ont-ils additionné 2 et 2 ? Compris que c'était moi qui avais fait sauter les provisions et tué leurs compagnons. Ils s'imaginent peut-être que c'était Trèche. Il semble plus vraisemblable que ce soit lui qui ait voulu venger la mort de Roux, vu qu'ils étaient du même district, même s'il ne s'est jamais intéressé à elle. Vous amusez bien ? Et qu'en est-il de la renarde ? A-t-elle assisté à l'explosion des provisions ? Non. Quand je l'ai surprise en train de jubiler au milieu des cendres, le lendemain matin, on aurait dit qu'on venait de lui faire une divine surprise. Je doute qu'ils attribuent ce feu à Pita. Cato le croit à l'article de la mort et je me prends à souhaiter pouvoir parler à Pita des fleurs que j'ai répandues sur Roux, lui dire que j'ai enfin compris ce qu'ils essayaient de m'expliquer sur la terrasse. Peut-être que, s'il emporte les jeux, il me verra lors de la nuit de la victoire, quand on projette les meilleurs moments sur un écran géant, au-dessus de la scène des interviews. Le vainqueur occupe la place de l'honneur, sur la scène, entouré de ses conseillers. Je sais que vous écoutez. Même si vous écoutez pas, c'est pas grave, hein. Je vous force pas. Mais j'ai dit à Roux que j'y serais, pour nous deux. En un sens, ça me paraît encore plus important que la promesse que j'ai faite à Prime. Je pense sincèrement avoir ma chance désormais, de l'emporter. Pas seulement grâce aux fleurs, ou parce que je me suis montrée plus maligne que les carrières, 1 ou 2 fois, même si ça aide, mais il s'est passé quelque chose pendant que je tenais la main de Roux, en regardant la vie la quitter. Je suis maintenant résolue à la venger, à rendre sa disparition inoubliable, et pour ça, il me faut gagner, entrer dans la légende. Je fais trop cuire les oiseaux en espérant attirer quelqu'un, mais personne ne se montre. Les autres tribus sont peut-être en train de s'étriper, ce qui me conviendrait très bien. Depuis le bain de sang, j'ai dû passer à l'écran bien assez souvent. Je finis par envelopper ma nourriture et retourner au ruisseau remplir ma gourde. Je voudrais continuer un peu, mais la fatigue de ce matin me rattrape et bien qu'il soit encore assez tôt dans la soirée, je grimpe dans un arbre et m'installe pour la nuit. Je me repasse mentalement les événements de la veille. Je n'arrête pas de revoir Roux qui se fait transpercer, ma flèche qui s'enfonce dans le cou du garçon. J'ignore pourquoi je repense à lui comme ça. Et puis je réalise. C'était ma première victime. Parmi les statistiques comptabilisées afin d'orienter les spectateurs dans les paris, chaque tribu a sa liste de victimes.
Je suppose qu'on a dû inscrire Glimmer et la fille du district 4 à mon crédit, puisque c'est moi qui ai lâché ce nid de guêpes sur elle. Mais le garçon du 1 est le premier que j'ai tué de ma main. J'avais souvent tiré sur les animaux, mais jamais sur un être humain. Je revois Gale en train de me demander « Oh, quelle est la différence ?» Dans l'exécution, c'est étonnamment similaire. On tend la corde, on lâche la flèche. Dans les conséquences, ça n'a rien à voir. J'ai tué un garçon dont je ne connaissais même pas le nom. Sa famille doit être en train de pleurer quelque part. Ses amis doivent réclamer ma tête. Il avait peut-être une petite amie qui espérait le revoir. Mais là, je repense au garçon sans vie. Mais là, je repense au corps sans vie de Roux et je parviens à chasser le garçon de mes pensées. Pour l'instant, du moins. Mais dors le chômeur. T'inquiète, c'est fait pour ça. La journée s'est déroulée sans incident, si l'on croit le ciel. Pas de mort. Je me demande combien de temps nous avons avant qu'une nouvelle catastrophe nous jette dans les pattes les uns des autres. Si ça doit se produire ce soir, je veux dormir un peu avant. Je couvre ma bonne oreille pour ne pas entendre l'hymne, mais une sonnerie de trompette éclate et je me redresse avec excitation. En règle générale, l'énumération quotidienne des victimes est le seul moment où les tribus ont un contact avec l'extérieur de l'arène. Mais il arrive qu'une sonnerie de trompette procède d'une annonce. Il s'agit le plus souvent d'une invitation à un banquet. Quand la nourriture vient à manquer, les juges proposent aux joueurs de festoyer dans un endroit connu de tous, comme la corne d'abondance. C'est l'occasion de se retrouver et de s'affronter. Parfois, un vrai banquet est préparé sur place. D'autres fois, il n'y a qu'un croûteau de... Pardon. Je vais y arriver. D'autres fois, il n'y a qu'un crouton de pain rassis sur lequel les tribus doivent s'entretuer. La nourriture ne m'intéresse pas, mais ce serait parfait pour éliminer quelques concurrents. La voix de Claudius Temple Smith résonne au-dessus de ma tête, félicitant les 6 d'entre nous qui restent. Mais ce n'est pas pour nous inviter à un banquet. Sa déclaration me plonge dans la perplexité. Il y a un changement dans les règles du jeu. Un changement dans les règles ? Je ne savais même pas qu'il existait des règles, en dehors des 60 secondes d'attente dans le cercle au début et de l'interdiction tacite de manger nos adversaires. D'après le nouveau règlement, les 2 tribus d'un même district seront déclarées vainqueurs s'ils sont les 2 derniers en vie. Claudius marque une pause, comme s'il devinait que nous n'en croyions pas nos oreilles, et répète son annonce. L'information finit par atteindre mon cerveau. Cette année, il peut y avoir 2 vainqueurs, à condition qu'ils soient du même district. Les 2 peuvent s'en sortir. Nous pouvons tous les 2 nous en sortir. Sans réfléchir, je crie le nom de Pita.